La nouvelle stratégie de sécurité nationale de l'administration Trump a été dévoilée vendredi. Évidemment, ça concerne le monde entier. Bonjour Alexis Kerklins. Bonjour Laure Cloutier. Directeur général délégué Data Advisory. Il y a pas mal de choses à retenir. Beaucoup de mal dit sur l'Europe quand même. Oui. C'est assez virulent. On va disparaître, on va sortir de l'OTAN. Risque d'effacement civilisationnel. C'est ça. Ce qui est quand même assez fort. Qu'est-ce que vous retenez, vous ? Alors d'abord, il faut expliquer ce que c'est que ce document. Chaque année, la présidence américaine publie un document sur la stratégie de sécurité. Et là, évidemment, celui-là était très attendu. C'est la fin de la première année du deuxième mandat de Trump. Alors, ça commence, objectivement, on voit tout de suite, c'est vraiment dans l'autocongratulation. C'est-à-dire que c'est un panégyrique. Trump est cité 27 fois, lui-même expliquant qu'il a sauvé le monde, ramené la paix et la stabilité. Bref, qu'aucun gouvernement n'a jamais accompli en si peu de temps. Ça, on y est habitué. En réalité, c'est moins un document stratégique, de mon point de vue, qu'une forme de brochure, une forme de prospectus, qui n'est pas d'une très grande portée stratégique, objectivement, mais qui est surtout une reprise de la rhétorique et des valeurs MAGA. C'est vraiment du Trumpisme étendu à l'international. On retrouve les thèmes classiques. Depuis la fin de la guerre froide, l'Amérique n'a eu aucune stratégie et les élites n'ont aligné que des platitudes en faisant la promotion du libre-échange et de la mondialisation, une critique des alliés qui pensaient que l'Amérique pourrait financer toutes les guerres du monde. Un rappel important pour Trump, l'unité politique du monde la plus pertinente est et restera l'État-nation. On commence à voir arriver la critique de l'Union européenne. Ouais. Évidemment, également une critique des institutions internationales. Le succès des idéologies radicales, notamment on comprend, en filigrane, on parle du wokisme, est évidemment vilipendé. Et puis un rejet massif de l'immigration, et ça va loin parce que c'est pas que l'immigration de masse, c'est aussi l'immigration des talents mondiaux. Vous savez qu'il y a beaucoup d'étrangers qui vont étudier aux États-Unis et qui travaillent. L'Amérique a beaucoup utilisé, s'est beaucoup reposé. Eh bien, ce document critique également cette immigration choisie. Heureusement, et c'est écrit comme ça, Trump est célébré comme celui qui, après un premier mandat qui avait été très réussi, vient apporter les corrections nécessaires et bienvenues à l'ordre mondial. Adaïsa. Et en matière de politique internationale, Alexis, c'est le retour de la doctrine hémisphérique. C'est une nouvelle doctrine Monroe, quelque part ? Alors, c'est d'ailleurs appelé comme ça. Ça s'appelle le corollaire Trump à la doctrine Monroe. Alors, on rappelle, la doctrine Monroe, c'est l'Amérique aux Américains. On est au début du 19e siècle. Le président Monroe explique que les Européens n'ont plus à s'occuper du continent américain, que ce sont les États-Unis qui doivent s'en occuper. C'est pas exactement expliqué comme ça, mais c'est vrai que c'est une forme de corollaire. En fait, ce que dit ici ce document, c'est que l'Amérique doit garder le contrôle de cet hémisphère occidental, comprendre tout le continent américain, notamment pour lutter contre le narcoterrorisme, les cartels, l'immigration. Il y a aussi une réaffirmation de l'importance de l'économie, on s'y attendait, c'est un peu bateau, mais de dire qu'il faut absolument avoir une économie innovante, créatrice de valeur, parce que les États-Unis, c'est un mode de vie, parce que les États-Unis, c'est une position mondiale dominante qui repose sur cette économie. Et donc, tout doit être fait, encore une fois, America First, pour protéger un secteur industriel, pour protéger les capacités de défense, pour protéger la propriété intellectuelle. Petit tacle à la Chine. Voilà. Ouais. Donc, il y a, j'allais dire, quelque chose d'assez classique, mais il y a une vraie forme, de mon point de vue là encore, d'incohérence, parce qu'il y a des appels au non-interventionnisme, mais dans le même temps, l'Amérique a un avis sur tout, et notamment sur le continent qui prend le plus cher. Mais avec l'Europe, il parle d'attachement sentimental. C'est sympa quand même. Oui, alors c'est ça. En fait, ça commence, c'est la petite flatterie au départ, c'est formidable. L'Europe, vrai attachement sentimental, évidemment. Alors, c'est l'Irlande et le Royaume-Uni qui sont quand même cités. Ce sont les deux pays d'Europe qui sont cités comme l'attachement sentimental. Mais voilà, que c'est un partenaire vital pour l'Amérique, que le commerce transatlantique est un pilier de l'économie mondiale. Et il va même plus loin. Il dit même l'Europe, c'est une économie robuste, des recherches scientifiques de pointe et bien sûr des institutions culturelles reconnues. Enfin, derrière tout ça, il y a quand même un très très fort discours profondément critique de l'Europe qui va au-delà de l'économie. Et en réalité, on est dans la ligne du discours de J.D. Vance à Munich en début d'année, qui avait fait beaucoup parler. C'est l'extension naturelle de ce qui avait été dit, avec une critique, vous avez dit, Laure, l'effondrement civilisationnel. L'Europe serait victime de réglementations qui la tuent, d'un déclin économique qui est éclipsé par des vagues migratoires, une critique de l'Union européenne qui sape la liberté d'expression, qui censure. Il y a des accusations très fortes. Et je crois que ce qui est finalement, on peut retenir de ce discours sur l'Europe, c'est qu'il y a d'un côté une forme de soutien des alliés européens pour changer de politique. Autrement dit, les États-Unis disent « vous devez changer de politique ». Vous devez célébrer l'histoire et les caractères propres à chaque nation. Encore une fois, on réaffirme l'importance de l'État-nation. Et surtout, et c'est cette phrase-là qui a fait réagir,
l'Amérique se félicite de l'influence croissante des partis patriotiques européens, source d'optimisme. C'est écrit comme cela. Concrètement, soutien à l'AfD en Allemagne, Rassemblement national en France, le Reform Party au UK. Il y a deux lectures qu'on peut avoir alors. Oui. Vraiment, en résumé, il y a deux lectures qu'on peut avoir. On peut avoir une lecture qui va plaire aux admirateurs de Trump, une lecture civilisationnelle. En fait, Trump dit aux Européens, faites comme moi. Et puis il y a une lecture qui va plaire peut-être davantage aux Européens convaincus, qui est en fait une forme de cynisme, que les États-Unis aujourd'hui veulent morceler, séparer les États européens, casser l'Union européenne pour faire de l'Europe un vassal, pour faire de chaque nation européenne des vassaux, et c'est des vassals, et c'est ça que je crois qu'on peut retenir aussi dans cette deuxième lecture beaucoup plus critique. Il parle de l'Europe face à la Chine. On a les chiffres du commerce mondial, de l'excédent commercial ce matin chinois. On est à 1 000 milliards de dollars en 2025, une hausse des exportations chinoises vis-à-vis de l'Europe de 15%. Il dit il faut agir contre la Chine. On a l'interview d'Emmanuel Macron ce matin dans Les Échos où il dit il faut que les Chinois comprennent qu'on est un marché, qu'on est leurs clients, sinon on va leur mettre les droits de douane. Il veut faire Emmanuel Macron un peu comme Donald Trump. Oui, c'est ça. Alors, en réalité, du point de vue américain, déjà, c'est un peu une hypocrisie, parce que si les Chinois exportent autant depuis quelques mois en Europe, c'est que les marchés américains sont beaucoup plus compliqués pour les exportations chinoises. Donc, en réalité, c'est la conséquence, c'est une des grandes conséquences des décisions en matière de tarifs douaniers de Trump. Et l'Europe, finalement, réagit un peu tardivement, mais elle réagit aussi, je crois, en tout cas, elle doit réagir avec lucidité. Et on en a parlé d'ailleurs sur cette antenne, c'est qu'aujourd'hui, la Chine a des taux de change qui favorisent les exportations avec des technologies de plus en plus pointues. La Chine qui copie, c'est fini, ça. Aujourd'hui, c'est nous qui copions la Chine. Et donc, il est normal que l'Europe réagisse aussi. Je crois que c'est une forme de réveil. On peut s'attendre à une forme de réveil européen, jusqu'où ça va aller à voir. Mais il y a finalement dans toute cette séquence des messages très forts qui sont envoyés aux Européens qui disent « Mais l'Europe, vous pouvez regagner confiance en vous ». Et je crois que c'est ce message optimiste qu'on peut porter ce lundi matin. Allez, on gardera ce message-là pour 7h25, ça nous va bien.